Je joue aux jeux vidéo depuis des années et c'est seulement aujourd'hui, à 24 ans, que je questionne ce que j'ai sous les yeux. De Mario à Red Dead 2, de Dark Souls à The Wind Waker, des dizaines de titres m'ont fait rêver, voyager, m'ont ému ou frustré, et je crois qu'il y a autant de jeux que d'expériences différentes, que chaque licence, avec sa direction artistique et sa narration, a sa propre manière de nous imprégner. Mais j'ai beau considérer le jeu vidéo comme un espace créatif incroyable, il y a ce détail qui me chiffonne. Pourquoi la mort est-elle aussi présente? À bien y réfléchir, les jeux où je n'ai pas tué d'ennemis se comptent sur les doigts d'une main. Ça, c'est le jeu du bouton. Imaginé par le chercheur Jesper Juul, le jeu du bouton est le contre-exemple parfait pour décrire ce qui n'est pas un jeu. Jesper Juul dit la chose suivante: pour être un bon jeu, et même un jeu tout court, nous attendons de la résistance et la possibilité d'échouer. Suivant ce constat, le jeu du bouton s'apparente davantage à une action et n'a aucun intérêt ludique. Le jeu, et par extension le jeu vidéo, doit donc imposer un challenge aux joueurs. Video games and games are kind of really odd in that the designer both has to make the game easy to use in some ways, like it has to be easy to start the game, but at the same time the designer also spends a very long time trying to make sure that the game is difficult, right? So they spend a lot of time making sure you don't fail at certain tasks, and then a lot of time spending time making sure you do fail at other tasks. And so the example I give in the book is that you could imagine, and I think this has been done, a game which is just like one big button and it says like press this button to complete the game, and then if you press the button it says congratulations, you've completed the game. In the game format you really become kind of very angry or very disappointed if the designer didn't actually try to make sure you failed at least some of the time. L'échec est donc indissociable du jeu, et lorsque la partie est lancée, il faut bien quelque chose pour matérialiser cet échec. C'est là que la mort intervient. D'un côté, la mort du personnage et ses conséquences, qu'il s'agisse d'une perte de temps ou de progression, est une manière d'indiquer au joueur qu'il a échoué. De l'autre, il faut bien que cet échec sorte de quelque part, souvent des ennemis qui nous attaquent. Perhaps there is a tendency for games in general and for video games perhaps especially to be about very big issues, right? So usually, especially in the beginning, what you were doing was saving the universe, right? So even if you're just playing for 5 minutes, whatever you were doing was presented as being this kind of gigantic, really, really important task. So it wasn't like clean wash the dishes. It was like something very kind of gigantic, right? And so how do you actually represent that? And so one of the ways you deal with that to make things like feel big in this kind of symbolic way is to make it be about like life and death, like kind of very big topics. Death in a way is a very easy way of representing failure, and it works very well or very so easily as a way of kind of convincing the player that what they're doing is important and that they really need to do something right now because this dangerous object is coming at you, so you need to move. Dès l'ère de l'arcade, la mort du joueur et l'attaque répétée d'ennemis constituent une formule simple et efficace. Dans Gunfight ou dans Computer Space par exemple, le joueur comprend immédiatement les enjeux qui sont à l'œuvre et profite des possibilités stratégiques qui lui sont offertes. Mais c'est aussi une formule qui colle parfaitement à l'époque. Dans les années 70, le modèle économique de l'arcade est d'encourager le joueur à remettre une pièce dans la machine. Les parties doivent donc être courtes, simples et se terminer par la mort du joueur. If you buy a game in a box, so you download it on your phone, usually like the company might not care about how much time you spend, only how much money you paid, right? But if it's an arcade game, they really have to make sure that you play for a very short period of time so someone else can come and put in quarters. So that means a few things. In the arcade game, you have to be like constantly threatened by something that kind of is going to make the game over, and that of course is very easy if it's like a threat like say aliens or something that shoots at you. And also that the other thing about the arcade game is that you kind of had to make it very easy for the player to understand what was going on. So you didn't have games about like complex social interactions where you had to figure out whether somebody was lying to you and read their faces or what they were thinking about who. So you didn't have like all this like Jane Austen novels in the arcade, right? So you had things like
here you are, something is threatening you, because everybody can pass that like immediately. Comme un héritage sacré, la formule de l'arcade passera de main en main, ayant marqué toute une génération de joueurs et de développeurs. Aujourd'hui, c'est encore quasiment la norme. Il faut souvent faire un effort pour retrouver ce jeu où l'on n'a tué personne, malgré la scène indépendante et ses concepts innovants. On pourra alors croire qu'on a fait le tour de la question, mais pas vraiment. Ce qui me tracasse dans tout ça, c'est que la mécanique de tuer est plus évidente dans certains cas, que l'on pointera plus facilement la violence d'un GTA que dans Super Mario. Et tant qu'à s'intéresser au sujet, autant ressortir les vieux cartons. Voici Death Race, sorti en 1976 et développé par Exidy. Dans Death Race, le but est d'écraser un maximum de gremlins en un minimum de temps. Nous sommes donc plus ou moins dans la même configuration que pour Gunfight au Computer Space, à la seule différence que les gremlins ne ripostent pas, ou en tout cas pas directement. Chaque personnage écrasé équivaut à une tombe sur le terrain de jeu, chaque tombe est un nouvel obstacle pour le joueur. C'est comme un Snake en plus morbide, chaque point gagné augmente la difficulté. Mais il semblerait que Death Race ait touché au fruit défendu, car quelques mois après sa sortie en 1976, un article va être le point de départ de la première polémique de l'histoire du jeu vidéo. Death Race nous invite à réfléchir à la mécanique de tuer d'une autre manière. Qu'est-ce qui a tant dérangé dans ce jeu et qui est passé comme une lettre à la poste pour Gunfight et Computer Space alors que le but est sensiblement le même? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur ce fameux article de 1976. Le dernier jeu numérique au bar du coin s'appelle Death Race. Pour 25 centimes, vous pouvez faire semblant de rouler sur des piétons avec une voiture. Et voici déjà venir le principal point de crispation autour de Death Race. Les observateurs, qu'il s'agisse de journalistes ou de professionnels de santé, s'accrochent souvent à une vision des choses. Le petit personnage écrasé sont des humains, pas des gremlins. Une version qu'accepte même volontiers le directeur marketing d'Exidy, Paul Jacobs, affirmant que ce qui compte le plus, c'est le nombre de points marqués par le joueur. Mais en 1976, c'est là un argument bien maigre face à l'analyse d'une psychologue en fin d'article. Ce genre de jeu appelle au côté morbide de chaque personne. Cette préoccupation pour la violence était commune chez les prisonniers avec qui j'ai travaillé, ils auraient adoré le jeu. Un problème de taille est alors soulevé, est-ce que c'est mal de jouer à Death Race? Carly Kokurek, enseignante en jeux vidéo, nous explique comment on en est arrivé là. In 1976, coin-op video games are still quite new. And so Death Race is released, and it's at a point that people are already starting to kind of become concerned about games. The game is directly referencing this film that was just infamous. In the movie, there's this race across the United States. It's like post-apocalyptic, and you're supposed to like mow down people and you get points for that. It's a very clear narrative context where it's like you're running over people on purpose, the end, right? Like that's what's happening. And so the game comes out, and even though the game is very simple in terms of graphics, in terms of interface, there's a larger narrative that people know. There's lots of back and forth. They talk to like people from like national safety organizations and like the automobile industry and like all these places, and like, you know, what happens when children or when people play a game where you're running people over on purpose, right? And there's huge debate about whether this will actually inspire people to do things like this. Même si Death Race peut aujourd'hui prêter à sourire, il ne faut donc pas oublier qu'à l'époque, les jeux d'arcade sont quelque chose de nouveau. En plus de ça, les bornes sont réparties dans les endroits du quotidien, des bars au supermarché en passant aux salles intégralement dédiées aux jeux. Pas étonnant que l'histoire de Death Race se répande comme une traînée de poudre. L'histoire va ainsi passer de plume en plume, de journaux en journaux, jusqu'à tomber entre les mains du National Safety Council, le Conseil national de sécurité des États-Unis. En 1976, dans le numéro d'hiver de leur magazine Family Safety, l'organisme rassemblera plusieurs témoignages à charge contre Death Race. Un consultant en sécurité routière explique que le titre va à l'encontre de ce qu'il essaye d'enseigner. Le directeur marketing d'un gros parc d'attractions raconte que dès la première plainte, il s'est empressé de retirer les bornes de Death Race, et un chercheur au National Safety Council affirme que le jeu est nocif. À la télé, la violence est passive. Dans ce jeu, le joueur fait un premier pas vers la création de la violence, il est acteur du processus. Bref, Death Race attire les foudres de ceux qui croisent sa route. There are tons and tons of games on the market dating to the 1970s, and if we look at non-video games dating hundreds of years before that glamorize violence, right? That are about war, that are about military action, that are about the police, about cops and robbers, the Wild West, all these things. But those are all things where there's some kind of moral justification for it or legal justification for it, right? Or cultural justification, if you want to say that. When you start getting into like mowing people down on the street for fun, like there's not actually a moral justification that people find acceptable. And so I think there's a lot there about kind of violence that we take as part of like the necessary maintaining of our lives, and violence that then we're like, oh, but that's not okay.
Nous avons donc là un élément de réponse. Si l'on pointe la violence d'un jeu plutôt qu'un autre, c'est parce qu'il échappe à notre carcan culturel, qu'il va au-delà de la violence que l'on accepte volontiers. C'est même une question que se posent les plus aguerris. Aujourd'hui, alors que les graphismes deviennent de plus en plus réalistes, la violence dans les jeux vidéo interroge et les débats se cristallisent autour des titres qui semblent aller trop loin. En 1976, c'est visiblement l'effet qu'a provoqué Death Race et Exidy a surfé sur la vague. Comme le dit si bien Phil Brooks, directeur général de la boîte, dans un article du New York Times, chaque fois qu'une histoire de Death Race sort, on reçoit de plus en plus de commandes. La polémique fait vendre, et Death Race a peut-être lancé une mode dans l'industrie. GTA vient par exemple facilement à l'esprit quand on associe polémique et jeux vidéo, et à l'époque du premier opus en 1998, le publicitaire Max Clifford a reconnu avoir encouragé les développeurs à mettre le paquet sur la criminalité. Après, de là à dire que l'homme a été inspiré par le jeu d'Exidy, ce serait peut-être aller un peu trop loin. Aujourd'hui, bien des années ont passé depuis Death Race et sa polémique. Les capacités techniques de nos consoles et ordinateurs ont donné vie à des histoires plus complexes, à des graphismes plus détaillés. La mécanique de tuer a bien sûr fait partie du voyage, et on la retrouve généralement là où on l'attend, en bien comme en mal. Avant d'évoquer comment la mécanique de tuer a muté vers de nouveaux horizons, petit détour vers pourquoi il lui arrive encore d'enfanter de mauvais jeux. Hatred est un titre développé par Destructive Creation et sorti en 2015. Ce qui est marrant, c'est qu'il partage des similitudes avec Death Race. Son concept se résume à tuer des gens, mais surtout le titre a provoqué un tollé. Hatred sera marqué du sigle Adult Only, ce qui lui empêchera toute sortie sur console et le jeu sera même renié par une partie de la presse spécialisée. Alexandre Imbert, alias 87, travaille à jeuxvideo.com depuis 2013 et il est formé. À la sortie d'Hatred, c'est la première fois que s'est posé la question de tester un jeu ou non. Et en l'occurrence, Hatred, quand il est arrivé, qu'on a vu ce trailer qui puait la haine, en fait, c'est la première fois qu'on voyait quelque chose aussi explicitement violent et presque un peu politiquement très tendancieux. On s'est vraiment demandé, est-ce que ça vaut bien le coup de parler, de mettre en lumière un jeu qui véhicule une telle violence? Donc en fait, ça a fait un grand débat à la rédaction. Certains de mes collègues étaient complètement opposés à l'idée de traiter de ce jeu. D'autres, dont je faisais partie, me disaient, mais c'est un jeu vidéo comme un autre qui sera commercialisé au même titre que n'importe quel autre jeu vidéo. Et voyons voir justement si c'est pas qu'un pétard mouillé et s'il ne fait pas parler de lui que pour son caractère sulfureux. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un jeu est aussi violent, mais Hatred a souffert des bruits de couloir. En cause, les développeurs, dont certains seraient affiliés à des groupes extrémistes. Le titre est alors recouvert d'une patine politique et n'aurait sans doute jamais fait autant de bruit sans ces rumeurs. Mais l'autre problème, c'est que même en faisant abstraction de tout ça, Hatred n'est pas un bon jeu. Vous incarnez ce mec et vous êtes immédiatement dans l'action et vous n'avez pas ce ressenti d'être vraiment, d'effectuer un meurtre de masse en fait. On a simplement le sentiment de tirer sur des choses qui bougent et de scorer comme n'importe quelle mécanique ludique. Au-delà de ça, le jeu n'est pas intéressant à jouer. Il n'a pas des mécaniques de gameplay nouvelles. Parfois, les maniabilités, c'est un peu lourd. Parfois, c'est un peu confus. Ce qui fait que, même au-delà de ça, si on oublie le propos du jeu, on ne s'y amuse même pas, en fait. Sans même parler de plaisir sadique, etc. C'est que la dimension performance qu'on peut rechercher dans un jeu vidéo, la dimension précision, la dimension, skill, tout simplement, on ne l'a même pas. C'est ultra basique et en fait, c'est encéphalogramme plat, ce jeu. Au-delà des défauts intrinsèques à Hatred, il faut s'interroger sur les raisons qui ont motivé le projet. Et voici ce que disent les développeurs. Aujourd'hui, beaucoup de jeux cherchent à être polis, colorés, politiquement corrects, et essayent d'être une forme d'art supérieur au lieu d'être un divertissement. Avec Hatred, nous voulons créer quelque chose qui va à l'encontre des tendances, quelque chose de différent qui pourra donner aux joueurs un vrai plaisir de jeu. Autant dire que c'est raté, mais Hatred reste riche d'enseignements. La mort et la mécanique de tuer y sont aussi présentes car c'est là la plus pure volonté des développeurs. On peut alors voir la mécanique de tuer comme une démarche artistique à part entière, et c'est aussi ce qui peut expliquer sa récurrence. Destructive Creation a voulu créer un jeu à contre-courant, et ils sont allés au bout de leur vision en se basant sur un principe qui a déjà fait ses preuves, tuer des gens. Mais le studio n'est pas parvenu à marier ses intentions avec les sensations de jeu. Hatred est subversif dans la forme, mais ne l'est pas dans ce qu'il fait ressentir aux joueurs. Et finalement, on n'a pas le sentiment de jouer à un jeu différent de n'importe quel autre du même titre qui est sorti, sauf que celui-ci n'a pas la créativité que d'autres arrivent à t'attraper, comme un Hotline Miami par exemple. Je m'appelle Léa Talbot, je travaille à Ubisoft Paris. Je suis narrative designer, donc moi c'est tout ce qui est harmonisation de l'expérience par rapport aux mécaniques du jeu et bien sûr l'histoire qu'on essaie de raconter. Voilà.
Si je suis allé voir Léa, c'est parce qu'elle a une autre vision de ce qu'on admet communément sur Hotline Miami. En effet, avec le temps, les capacités techniques de nos machines et l'ingéniosité des développeurs ont rendu la mécanique de tuer plus complexe et jouissive que jamais. On ne tire plus seulement sur nos ennemis, mais on esquive, on glisse, on enchaîne les combos et on est maintenu dans un état de flux, autrement appelé le flow, moment où l'on est pleinement immergé dans un jeu. Et s'il me paraît important d'évoquer Hotline Miami, c'est parce que je le vois comme un contre-exemple à Hatred au niveau des sensations de jeu et que Hotline Miami a plus à offrir que son gameplay. Quand on joue ces premières scènes de violence, ces premiers chapitres, on se focalise beaucoup sur les gerbes de sang, le massacre à gauche, à droite, le fait que ce soit très rapide, il y a la musique qui est vraiment très entraînante. Ça avait été décrit aussi comme un espèce de drug trip, où il y a toutes ces couleurs néon, la musique donc psychédélique, et donc du coup on rentre très vite dans cette espèce de frénésie de la mort, vraiment de tuer tout le monde. Mais il y a aussi certains choix esthétiques que je trouve très intéressants, comme notamment le fait qu'à la fin de chaque niveau, alors que le niveau pourrait se finir là, bon bravo t'as tué tout le monde, la musique tout d'un coup devient assez brutalement très très calme, et puis on est forcé de retourner en fait sur ses pas, et de voir en fait un petit peu le carnage qu'on a fait. Et quand on revient, on se dit oh, eh ben dis donc, j'ai massacré tout ce monde-là, quoi. Comme me l'a très bien dit Léa, Hotline Miami est un jeu qui a quelque chose à dire sur la violence, et surtout c'est un parti pris qui diffère des autres jeux, au point où l'on remettrait presque en cause ce qu'on fait depuis des années en tant que joueur. Quand on joue à Hotline Miami, on peut être amené à regarder les autres jeux et à se poser des questions sur comment est-ce que eux ils traitent la violence et la mort, qui sont des thèmes qui sont omniprésents dans les jeux vidéo. Quand on joue des jeux comme Uncharted, où t'as donc ce personnage principal qui est sympa, qui est charismatique, mais en fait c'est un putain de meurtrier, il tue tout le monde à tour de bras. Et le jeu reflète pas du tout sur ça, il fait aucun commentaire dessus. Quelque chose qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo, c'est le fait que les cadavres disparaissent. Donc du coup tu tues des gens, puis là tout à coup le cadavre disparaît. Tu n'es pas vraiment un meurtrier, t'as pas vraiment fait ça, tu vois. C'est pas important. Alors que là, dans Hotline Miami, les cadavres, ils restent. Il y a du sang partout, tu vois, c'est la conséquence de tes actes, ça reste. Voilà. Et voir ces conséquences n'est qu'une première étape. À mesure que l'on avance, le jeu va questionner nos actes. Est-ce que ce que tu fais a un sens? Est-ce que tu aimes faire mal aux gens? Qui t'appelle pour te demander de perpétuer ces massacres? Des questions qui trouveront réponse à la fin du jeu. Il y a une séquence très méta, et on découvre donc du coup ces deux concierges, ces deux mecs. Très clairement, en parlant avec eux, on comprend assez vite que c'est un petit peu la représentation du développeur dans le jeu. Enfin, les questions que tu poses, c'est genre vous croyez que vous êtes dans un jeu? Ah bon? Tu t'amuses pas en ce moment? C'est pas du tout subtil. Et quelque part, ça dit quelque chose sur les appels un petit peu critiques qu'on reçoit. Bah, en fait, depuis le début, c'est les développeurs qui nous disent bah, là, tu vas tuer ci, tu vas tuer ça, c'est comme ça qu'on a fait le jeu pour toi. Tu trouves pas ça bizarre que t'aimes ça, que t'aimes tuer comme ça? Bah, ça nous met un petit peu devant cette petite hypocrisie qu'on a en jouant les jeux vidéo, qui est que, bah, justificatif ou pas justificatif, bah, ce qu'on fait, on le fait en fait. Hotline Miami n'est pas le premier à vouloir mêler sensations de jeu et scénarios qui invitent à méditer sur nos actes. Un autre exemple bien connu est celui de Shadow of the Colossus. Pour ranimer la princesse Mono, Wander doit abattre 16 colosses de pierre, mais chaque fois qu'il plante son épée pour asséner le coup final, le vide s'installe, le géant s'écroule sur le sol alors qu'une musique funèbre remplit l'espace. Le jeu nous signifie clairement que ce qu'on a fait n'est pas synonyme de victoire, alors que d'autres titres s'en donnent à cœur joie. Le jeu vidéo a ce pouvoir de renforcer ce que l'on ressent via l'interaction, et c'est bien pour ça que la mécanique de tuer a encore un intérêt aujourd'hui. Dans une interview accordée au Centre australien de l'image animée, le créateur de Shadow of the Colossus, Fumito Ueda, dit la chose suivante. La différence entre les jeux vidéo et les autres médias, c'est que le jeu vidéo donne beaucoup ce sentiment d'empathie. On souffre pour ces géants de pierre car on devient complice, voire seul responsable de ce qui arrive. Et si on retourne voir Jesper Juhl et son livre The Art of Failure, on peut pousser le raisonnement plus loin.
Jasper Joule dit la chose suivante. Le sentiment de complicité est unique aux jeux et aux jeux vidéo, et il explique ça par le prisme de September 12. Loin d'être un jeu aussi ambitieux que Shadow of the Colossus, September 12 est un news game développé par Gonzalo Frasca qui considère que le jeu vidéo peut nous faire réfléchir sur le monde. Voilà de quoi il s'agit. Une ville du Moyen-Orient, d'un côté une partie de la population vêtue de bleu, de l'autre des personnes armées habillées en vert et surtout un énorme viseur que le joueur contrôle. Pas de doute, il faut débarrasser la ville des terroristes. Alors on se concentre, on essaye de bien viser, mais quand vient le moment de tirer, ce n'est pas une balle qui s'échappe du canon, mais un missile. Et c'est là que la notion de complicité rentre en jeu. Dans September 12, il est quasiment impossible d'atteindre sa cible sans toucher la population locale, et lorsque cette dernière sera témoin de vos actes, elle se transformera à son tour en terroriste. Alors que dans énormément de titres, le joueur appuie sans hésiter sur la détente, September 12 utilise l'interaction pour amener un sentiment amer. Dans ce jeu, il n'est ni question de gagner ou de perdre, seulement d'être complice dans quelque chose qui nous dépasse. Et ce sentiment de complicité, il est unique aux jeux et aux jeux vidéo, grâce à l'interaction. Dans les films ou les séries, le spectateur se sent moins concerné par la souffrance des personnages car il n'en est pas le responsable direct. Bon d'accord, c'est quelque chose qui évolue avec les séries interactives, mais à la base, l'interaction est propre aux jeux vidéo. Bref, la complicité est l'une des voies aujourd'hui explorées par les développeurs et ça prouve bien que la mécanique de tuer a évolué, et surtout qu'elle évolue encore. Il n'y a pas une année où l'on manque de nouveaux concepts, de l'arrêt du temps lorsqu'on est immobile pour prévoir sa stratégie dans Super Hot, au tout récent Ape Out qui mêle mécanique de tuer et improvisation de jazz. Et même si la mécanique de tuer n'est pas systématiquement originale, force est de constater que les vieilles recettes fonctionnent et que changer de stratégie en plein combat n'a jamais été aussi jouissif que lorsqu'on est face à une centaine de joueurs. En fait, la mécanique de tuer s'est immiscée dans tellement de jeux et de concepts qu'il y en a aujourd'hui pour tous les goûts. What makes games like that often interesting is that there often is some kind of balance, it's a strategic balance. So often you can play like very safe, but then often there might be like a different strategy which is much more offensive. I think with games, we so often think about them as being about who wins and who loses, but of course they become violent. Of course they're about competition, and that's fine. And there's some really brilliant, interesting games that are about that. Et la mécanique de tuer en elle-même, c'est pas tant celle-ci qui est excitante que de la perspective de savoir ce qu'elle va déclencher en fait au niveau du jeu. Et c'est aussi agréable de mesurer les conséquences aussi de ce que tu fais. Et ça t'implique et ça te rend, comment dire, presque maître du monde. Je pense que oui, on va continuer à tuer des gens dans les jeux vidéo pendant un petit moment. Je n'aurais pas su dire mieux.